Chapitre 4. Des prêtresses s'avançaient à pas lents sur les rivages d'Avalon, élevant leurs torches au-dessus des roseaux inclinés par la brise du soir. Morgane essayait de les rejoindre, mais une force dont elle ne s'expliquait pas l'origine l'empêchait d'avancer. Elle avait l'impression d'être retenue malgré elle sur une rive inconnue, et de sentir peu à peu le sol se dérouber sous ses pas. Ravenne se trouvait en tête de la procession, le visage plus pâle que jamais. Sa longue robe blanche flottait légèrement au vent, comme les flammes des torches qui semblaient danser. La barge sacrée était là, échouée sur le rivage des terres éternelles, où elle ne pourrait plus jamais poser le pied. Mais où était Viviane? Et qui était cette prêtresse qui surgissait soudain à la place de la Dame du Lac? Sa lourde chevelure, aux reflets de blêmure, était relevée au-dessus de son front, en forme de couronne, et à son côté gauche était suspendue la petite dague des prêtresses. Mais, aux visions sacrilèges, quel était, glissé dans sa ceinture à droite, ce crucifix noir et argent, se détachant comme une injure sur sa robe claire. Morgane tenta alors de se défaire des liens invisibles qui l'empêchaient de se ruer sur cette prêtresse parjure pour lui arracher l'objet ignominieux. Mais Kevin s'interposa en emprisonnant ses mains dans les siennes, les serpents enroulés à ses poignets, se tordant et se convulsant en la menaçant de leur langue venimeuse. « Morgane, qu'avez-vous? Pourquoi ces cris et ces soupirs ?» s'inquiéta Hélène en secouant énergiquement l'épaule de Morgane, endormie dans son lit. La jeune femme sursauta, ouvrit les yeux, passa une main sur son front et balbutia en s'asseyant sur sa couche. « Ce n'est rien. Je rêvais, je crois, oui. Je viens de faire un rêve étrange. Très étrange. Il est très tard, Morgane, ce n'est plus l'heure de rêver, ajouta Hélène, tout en se demandant quel songe venait d'agiter de la sorte la sœur du roi. Un songe inspiré par le démon, sans doute, un songe envoyé par les diablesses et les sorcières de l'île magique d'où elle était venue. Morgane pourtant n'était aucunement néfaste, et elle l'aimait beaucoup. « Allons, levez-vous !» insista la jeune fille en la secouant affectueusement. « Dépêchez-vous, le roi, vous le savez, revient aujourd'hui, et nous devons aller aider la reine à se faire belle pour l'accueillir. » Acquiesçant d'un geste, Morgane se leva comme une somnambule, enleva sa longue chemise en bâillant et se retrouva entièrement nue devant Hélène, qui détourna publiquement les yeux. Morgane n'avait décidément honte de rien. Ignorait-elle donc que le péché était entré dans le monde à cause du corps de la femme? « Hâtez-vous, Morgane, il vous en faut un temps pour vous trouver une robe dans un coffre. La reine nous attend, voyons. »« Quelle impatience, mon enfant !» répliqua Morgane imperturbable. « Gardons-nous au contraire d'une précipitation hors de propos. Laissons à Lancelot tout loisir de quitter tranquillement la chambre de Guenièvre. La reine n'apprécierait sûrement pas que nous soyons à l'origine d'un scandale. »« Comment osez-vous dire une chose pareille, après ce qui lui est arrivé chez Méléagran? N'est-il pas compréhensible que la reine ne veuille pas rester seule la nuit et autorise son champion à dormir en travers de sa porte? »« Quel ingénu vous faites !» pouffa Morgane sans retenue, tout en nouant tranquillement ses cheveux. « Vous voulez dire que Lancelot a partagé son lit pendant l'absence du roi? » Cela vous étonnerait-il tant que cela, Hélène? Je pense, quant à moi, qu'ils se sont retrouvés plus d'une fois. Il faut dire qu'après ce qu'elle a connu avec Méléagran, cela n'a pas dû se faire sans appréhension de sa part, et qu'il lui a fallu sans doute surmonter des sentiments instinctifs de répulsion, tout à fait naturels. Si Lancelot a donc pu la guérir de cette crainte, j'en suis vraiment heureuse pour elle. Maintenant, il se pourrait aussi qu'Arthur la chasse définitivement, et demande à une autre femme de lui donner un fils. Si, par malheur, cela se produisait, elle se rendrait certainement dans un couvent, remarqua pensivement Hélène. Pensez-vous, Morgane, que les religieuses de Glastonbury l'accueilleraient sous leur toit si elles apprenaient qu'elle a réellement partagé la couche du grand écuyer de son époux? Mais qu'allez-vous chercher, Hélène? Tout cela ne vous concerne en rien, pourquoi vous en soucier? Guenièvre a la chance d'avoir pour mari l'homme le meilleur, le plus sage et le plus puissant de Grande-Bretagne. Quel besoin a-t-elle donc d'aller chercher l'amour ailleurs? La voix d'Hélène, ordinairement si douce, surprit Morgane. Elle y décela une colère contenue, de l'amertume et aussi une violence insoupçonnable chez un être toujours si pondéré. La meilleure solution serait peut-être que Guenièvre et Lancelot quittent la cour, hasarda-t-elle, observant la jeune fille du coin de l'œil.
Lancelot possède des terres en Armorique. C'est impossible, coupa Hélène. Arthur deviendrait la risée de tous ses vassaux. Mon père dit toujours qu'un roi incapable de gouverner sa femme ne peut avoir la prétention de conduire son royaume. Les hommes et les rois ne peuvent rien contre l'amour, s'exclama Morgane en haussant les épaules avec lassitude. À quoi bon nous préoccuper des affaires de cœur de notre roi, de la reine ou de tel chevalier? Le plus simple, poursuivit Hélène avec entêtement, faisant mine de n'avoir pas entendu la remarque de Morgane, serait encore que Lancelot accepte de quitter la cour. Vous qui êtes sa cousine, ne pourriez-vous pas facilement l'en convaincre? Moi? Je n'ai hélas aucune influence sur lui. À moins encore que Lancelot ne se marie. S'il était marié... Hélène hésita un instant, puis elle se lança et déclara tout d'une traite, d'un ton à la fois passionné et suppliant. « Morgane, s'il m'épousait, vous savez bien que je l'aime, vous qui connaissez tous les charmes et les sortilèges de la terre, ne pouvez-vous intervenir pour obliger Lancelot à détourner ses regards de Guenièvre, pour faire en sorte qu'il les pose sur moi? Je suis fille de roi, moi aussi, je suis aussi belle que la reine, et surtout, je n'ai pas de mari. » Mes charmes, Hélène, répondit gravement Morgane, émue malgré elle par la fougue d'un tel aveu, ont parfois des effets regrettables. Guenièvre elle-même vous dira peut-être un jour comment l'un d'eux s'est retourné contre elle, d'une façon plutôt néfaste. Ainsi, vous vous pensez prête, vous aussi, à braver le destin? Je suis certaine que si Lancelot m'aimait, je le rendrais heureux. Il serait vite obligé de constater que je ne suis pas moins digne d'amour que la reine. Morgane s'approcha d'Hélène, lui souleva légèrement le menton du bout des doigts, plongea son regard dans ses yeux, cherchant à pénétrer son âme. « Écoutez-moi, » murmura-t-elle. « Vous dites que vous l'aimez, mais l'amour à votre âge n'est encore qu'un élan irraisonné. Que savez-vous de Lancelot? Imaginez-vous seulement ce qu'il vous faudra endurer à ses côtés jusqu'à la fin de votre vie? Si vous désirez simplement partager sa couche, je peux facilement arranger les choses. Mais le mariage... Avez-vous songé à ce qu'il adviendra lorsque le charme aura cessé d'agir? Peut-être vous haïra-t-il de l'avoir attiré malgré lui dans vos bras. Que deviendrez-vous alors? Quelle vie sera la vôtre? Je l'aime tant! Pour l'amour de lui, j'accepte tous les risques, balbutia la jeune fille, vivement impressionnée par la gravité inaccoutumée de la voix de Morgane. Je n'ignore pas non plus que les femmes sont rarement heureuses dans le mariage, mais je pense pourtant que nous devons toutes, un jour ou l'autre, choisir résolument cette voie. Cette voie, je veux m'y engager pour toujours, aux côtés de Lancelot. Si je n'y parviens pas, un cloître sera ma retraite, jusqu'au jour de ma mort. Oui, Morgane, que Dieu m'en soit témoin, j'en fais le serment, sur mon âme, acheva-t-elle en retenant ses larmes. Morgane, plus touchée cette fois qu'elle ne voulait le laisser paraître, attendit patiemment que la jeune fille ait retrouvé son calme, avant de répondre. En vérité, Hélène, je n'ai qu'une faible confiance dans les filtres d'amour, et dans ces charmes appelés à modifier le cours des passions. Ils ne servent qu'à cristalliser les désirs. L'art magique d'Avalon, lui, est tout autre, et ne saurait être utilisé à la légère. Oh non, je vous en prie, ne me dites pas que vous pourriez agir, mais que vous ne le ferez pas de crainte d'enfreindre la volonté des dieux, ou parce que les étoiles ne sont pas favorables. Hélène, si vous refusez de m'entendre, il est inutile de faire appel à moi, interrompit sévèrement Morgane. Écoutez d'abord ce que j'ai à vous dire, et vous répondrez après. La jeune fille baissa la tête en signe de soumission, et Morgane poursuivit d'un ton affectueux. Il est en mon pouvoir de vous donner Lancelot pour époux, si tel est vraiment votre souhait le plus cher. Je dois vous dire cependant qu'il ne vous apportera pas le bonheur que vous attendez. Mais vous êtes sage, lucide, Hélène, et vous semblez avoir assez peu d'illusions sur les joies du mariage. Il se trouve de plus que moi-même je ne désire rien tant que de voir Lancelot bien marié, partir loin de cette cour et de la reine. Je souhaite aussi ardemment ne jamais voir Arthur, mon frère, subir la honte qui le frappera tôt ou tard. Mais n'oubliez jamais, Hélène, que c'est vous, vous seule qui m'avez demandé Lancelot. Ne venez donc jamais vous jeter à mes pieds quand il sera trop tard, quand le malheur sera venu frapper à votre porte. Je jure, Morgane, je jure de tout accepter si Lancelot devient mon époux, affirma solennellement Hélène. Les dieux vont donc en décider, se dit Morgane en elle-même. Qu'importe les charmes et les sortilèges. Viviane, un jour, a placé Arthur sur le trône, et, pourtant, la déesse a refusé un fils à sa reine. J'ai essayé alors de remédier à cet échec,
mais je n'ai réussi qu'à jeter Lancelot dans les bras de Guenièvre, les unissant dans un amour scandaleux. Et maintenant, je m'apprête à intervenir à nouveau, à faire en sorte que Lancelot, cette fois, suive la voie honorable du mariage, en sacrifiant Guenièvre. « Hélène, reprit-elle à voix haute, je vais donc vous donner Lancelot, puisque telle est votre volonté. Mais il faut, en échange, que vous acceptiez de prêter le très grave serment de me faire plus tard un don infiniment précieux. »« Que puis-je vous offrir, Morgane, vous qui n'aimez ni les richesses ni les bijoux ?» demanda Hélène surprise. « Je ne veux en effet rien de tel, Hélène. Écoutez-moi, c'est très simple. Avec Lancelot, vous aurez des enfants, je le sais. D'abord un fils, qui suivra son propre destin. Ensuite, vous aurez une fille. Et cette fille, il vous faudra me la confier. Oui, vous devrez me donner votre première fille, pour qu'elle vienne vivre chez les prêtresses d'Avalon. »« Avec ces sorcières ?» interrogea Hélène, les yeux agrandis par l'effroi. « La propre mère de Lancelot était haute prêtresse d'Avalon, ne l'oubliez jamais, » répondit Morgane d'un ton sans réplique. « Moi-même, en effet, ne donnerai jamais de fille à la déesse. C'est pourquoi, si grâce à moi vous épousez Lancelot et lui donnez des enfants, vous devez jurer solennellement, au nom de votre Dieu, de me remettre votre fille, qui deviendra ainsi ma fille adoptive. » Quelques secondes de silence s'écoulèrent, comme si elle avait été subitement frappée par la foudre. Hélène restait immobile et sans voix. Certes, elle s'était attendue à tout, mais pas à cela. Aussi s'entendit-elle, le cœur glacé, répondre résolument, ayant pris une profonde inspiration. « Si tout se passe comme vous venez de me le dire, et si je donne un jour un fils à Lancelot, alors oui, je le jure, je vous donnerai ma première fille, je le jure au nom du Christ, » acheva-t-elle en se signant, mesurant à peine la gravité de son serment. « C'est bon, Hélène, maintenant il faut agir. Vous allez demander l'autorisation de vous absenter de la cour, pour rendre visite à votre père, en précisant que je suis invitée à vous suivre. Je veillerai de mon côté à ce que Lancelot nous accompagne. Voilà, le destin est en marche. Allons désormais rejoindre la reine dans sa chambre, elle doit y être seule. » Personne en effet n'était avec Guenièvre quand elles pénétrèrent dans la pièce, et rien ne laissait deviner qu'un homme y avait passé la nuit. Morgane admira le sang-froid de la souveraine, tout en remarquant aussitôt le pli d'amertume qui creusait les coins de sa bouche. « Avouez que vous me méprisez beaucoup, Morgane, n'est-il pas vrai? Vous le pensez si fort que je crois vous entendre, » lança Guenièvre d'entrée de jeu. « Ma reine, vous entendez fort mal, car je ne pense rien de pareil, » rétorqua Morgane, surprise de son agressivité. « Je ne suis d'ailleurs pas votre confesseur, et c'est vous, non moi, qui déclarez croire en un Dieu qui condamne le péché d'adultère. Notre déesse, elle, se garde bien de faire preuve d'une telle rigueur. Non, Guenièvre, en vérité, je ne vous méprise nullement. » Puis, changeant de ton pour lui montrer qu'elle ne lui reprochait pas sa mauvaise humeur, elle enchaîna sur un autre sujet. « Désirez-vous prendre quelque chose? Des galettes? Du fromage? Du miel? Un peu de vin ?» Attendant sa réponse, Morgane crut voir un bref instant le temps se figer autour d'elle. Tout dans la chambre s'enrobait d'un voile glacé, et Guenièvre elle-même, la bouche entr'ouverte sur le point de parler, semblait s'être changée en statue. Alors Morgane entrevit, au-delà de l'enveloppe charnelle de la reine, très loin des murailles de Camelot, dans un silence ouaté et profond, Arthur, endormi sur un grand lit, tenant le long du corps Excalibur dégainée. Elle se pencha sur lui, puis ne pouvant lui arracher l'épée sans l'éveiller, elle coupa avec le petit couteau de Viviane le lien qui retenait le fourreau à la ceinture du roi. C'était un vieux fourreau, au velours élimé, aux broderies ternies et usées. Elle s'en saisit, et après une fuite éperdue dans une nuit profonde, elle parvint hors d'haleine au bord d'un grand lac, où bruissaient d'innombrables roseaux. « Non, pas de vin, mais un peu de lait frais, » demanda Guenièvre, « si Hélène veut bien aller jusqu'à l'étable pour m'en chercher. »« Mais, Morgane, qu'avez-vous? M'entendez-vous » Morgane sursauta en revenant à la réalité. Non, elle n'était pas au bord d'un lac, un fourreau élimé à la main. Et pourtant, ne venait-elle pas de vivre une seconde d'éternité au pays des fées? Hélène s'étant empressée de satisfaire le souhait de la reine, Morgane demanda à se retirer. Mais aussitôt seule, l'étrange vision qu'elle venait d'avoir continua d'obséder ses pensées. Presque contre son gré, elle remontait sans cesse le cours confus de sa mémoire
pour y retrouver son rêve précédent, celui de la prêtresse parjure le long du lac, qui lui ressemblait sans être tout à fait la même. Se sentant prisonnière d'un mystérieux labyrinthe, envoûtée, ni l'air frais du jour, ni les multiples occupations qui lui incombaient en une telle journée ne parvinrent à dissiper son trouble. Ah, si seulement elle pouvait se souvenir! Avait-elle finalement jeté Excalibur dans le lac pour que la reine des fées ne puisse la prendre, ou bien était-elle au contraire restée avec son fourreau vide au bord de l'eau? Elle ne le savait plus, elle ne savait plus rien. À la fin de l'après-midi, alors que le soleil commençait à décliner dans le ciel d'été, on entendit sonner les trompes, annonçant le retour du haut roi. Heureuse de pouvoir se soustraire à ces confuses et lancinantes réminiscences, Morgane se précipita, avec tous les habitants du château, à l'extrémité des terrasses qui surplombaient la vallée. Le roi Arthur et sa suite arrivaient, en effet, au loin, bannière au vent, et elle sentit Guenièvre trembler à son côté. Guenièvre, si menue et fragile, si peu faite pour les joutes de l'existence. Guenièvre qui ressemblait en cet instant beaucoup plus à une petite fille effrayée et craintive, redoutant de se faire gronder pour quelque faute bénigne, qu'à une reine adultère qui venait de subir, en partie par sa faute, un irréparable outrage. « Faut-il vraiment tout avouer à Arthur ?» murmura-t-elle à l'oreille de Morgane. « À quoi cela servirait-il? Le mal est fait, et Méléagran est mort. Pourquoi ne pas lui laisser entendre que Lancelot est arrivé à temps, pour empêcher… » Sa voix, son filet de voix, devint alors si faible que Morgane ne put saisir ses derniers mots. « Guenièvre, c'est à vous de décider. »« Mais s'il l'apprend par ailleurs ?»« Je resterai quant à moi muette, je vous le jure, » la rassura-t-elle. « D'ailleurs, qui pourrait vous tenir rigueur d'être tombée dans un piège, d'avoir été battue et humiliée ?» Mais au-delà de ces paroles réconfortantes et sereines, Guenièvre en entendait d'autres, plus acerbes et bien moins indulgentes. Celle du prêtre, par exemple, répétant qu'aucune femme n'était jamais violée, que c'était elle qui distillait la tentation à l'homme, comme Ève autrefois à Adam, que les martyrs de Rome avaient préféré la mort plutôt que de renoncer à leur chasteté. Et ces paroles affolaient son cœur. Oui, elle méritait le châtiment suprême pour les péchés qu'elle avait commis, l'un avec Méléagran, contre son gré, l'autre dans les bras de Lancelot, auquel elle s'était donnée sans réserve, le second devant servir à effacer le premier, mais ne faisant peut-être que l'aggraver. Cependant devant elle, déjà, les lourdes portes s'ouvraient et Hectorius, encore meurtri des mauvais traitements que lui avaient infligés Méléagran et sa clique, s'avançait, aux côtés de Caï, pour accueillir Arthur et ses hommes d'armes, tout souriant et visiblement heureux. « Caï, mon vieux Caï, tout s'est-il bien passé en mon absence ?» demanda le roi en lui ouvrant les bras. « Oui, monseigneur. Enfin, tout va bien maintenant. Mais, une fois encore, votre grand écuyer mérite votre reconnaissance, » ajouta Hectorius. « Oui, c'est la vérité, » intervint Guenièvre en posant sa main sur le bras de Lancelot. « Votre cousin m'a sauvé d'un piège horrible, tendu par un fourbe. Il m'a préservé d'un malheur qu'aucune femme chrétienne ne saurait supporter. » Arthur tendit une main à Guenièvre, l'autre à Lancelot, et les tenant ainsi dans un geste de confiante amitié, il gagna avec eux le grand vestibule de Camelot en disant « Une fois de plus, mon cousin, je vous remercie de ce que vous avez fait pour la reine. Vous m'expliquerez ce soir ce qu'il est advenu. Pour l'heure, j'ai hâte d'enlever mes bottes et mon armure. » Restée légèrement à l'écart, Morgane les avait regardés s'éloigner. « La paix dure depuis trop longtemps dans ce pays, » se dit-elle en se dirigeant à son tour vers l'entrée du château. Rumeurs et médisances se multiplient, car les esprits s'ennuient. Le trône d'Arthur ne résistera pas à un scandale. Le temps est donc venu pour moi d'éloigner Lancelot de la cour. « Ma sœur, prenez votre harpe et chantez-nous quelque chose. Il y a si longtemps que nous n'avons entendu une voix de femme, » demanda galamment Arthur à l'heure du souper. Morgane acquiesça sans se faire prier et vint s'asseoir près du trône, le bel instrument de bois gracieusement appuyé sur son épaule. Mais tandis que ses doigts légers couraient le long des cordes, accompagnant les délicates vibrations de paroles à peine audibles dans le bourdonnement joyeux des conversations, son esprit s'envolait, loin de Camelot et de ses retrouvailles. Sous quel ciel se trouvait donc Kévin? Leur querelle, certes, lui avait laissé au cœur un souvenir navré, et jamais, jamais elle n'accepterait de pardonner au barde sa trahison envers Avalon, même en échange d'une de ces nuits d'amour qui lui donnaient tant de bonheur.
Avalon. Elle n'avait aucune nouvelle d'Avalon, ni de son fils, Gouidillon. Si Guenièvre quittait la cour, avec ou sans Lancelot, probablement Arthur se remarierait pour avoir enfin un héritier. À les voir cependant tous deux ce soir, rayonnant côte à côte, la main dans la main, il ne fallait sans doute pas trop se faire d'illusions. Donc si un enfant ne leur était jamais accordé, à l'heure de la succession, son fils à elle, Gouidillon, de sang royal à double titre, pourrait être reconnu héritier du trône. Aérien, les doigts de Morgane dansaient sur les cordes de la harpe. Assis au pied d'Arthur et de Guenièvre, immobile, Lancelot écoutait, le visage empreint d'une mélancolie qui ne le quittait plus. De temps à autre seulement, il relevait la tête vers sa reine, avec un regard extasié que traversait parfois un brusque et fulgurant éclair de désir. Pour tous ce soir, il demeurait le capitaine fidèle, l'ami inséparable du roi, le vaillant champion de la reine. Pour tous, sauf pour Morgane, qui, elle, lisait au fond des cœurs, pressentait les tourments, connaissait les blessures qui ne guérissent pas. Mais voici qu'à nouveau, la ronde magique de ses visions reprenait possession de son être. Les lumières, les voix, les visages s'estompaient. Sa harpe elle-même n'était plus dans ses doigts qu'un minuscule jouet d'enfant. Elle était dans un monde éthéré, assise sur un trône, entourée d'ombres mouvantes, regardant à ses pieds un jeune homme aux cheveux sombres, le front ceint d'une fine couronne d'or. Il la contemplait avec des yeux à fendre l'âme, et elle le désirait à en mourir. Ce jeune homme, pourtant, n'avait pas un trait de Lancelot. La harpe lui ayant d'un seul coup échappé des mains, elle s'écroula dans un grand fracas, et Lancelot se précipita pour retenir Morgane au bord de l'évanouissement. « Ce n'est rien, la fumée. Oui, c'est la fumée de l'âtre, » balbutia-t-elle confusément, tandis qu'une main amicale approchait de ses lèvres une coupe de vin. Mais, en cette saison, aucun feu ne brûlait dans l'âtre. Seule une grande couronne de branchages tressés et de baies ornait la place vide du foyer. On sourit autour d'elle, avec ironie ou compassion. Trop de sensibilité, un instant d'émotion. Reprenant ses esprits, elle refusa cependant de continuer à jouer, et c'est Lancelot qui la remplaça. Il interpréta une vieille mélodie qui chantait à Vallon, apprise autrefois en écoutant Merlin. C'était la merveilleuse histoire d'une femme, non pas faite de chair et de sang, mais de fleurs. Sa chevelure était de lys, ses joues de pâquerettes, ses lèvres de pétales de rose. Suspendue à sa bouche, la tête dans les mains, Morgane écoutait de toute son âme. Dès qu'il eut terminé, Lancelot s'approcha d'elle et lui demanda à voix basse. « Morgane, vous sentez-vous mieux maintenant ?»« Oui, merci. Ce n'est pas la première fois que j'éprouve ce genre de malaise. Ce n'est pas grave. J'ai l'impression de voir toute chose à travers l'espace et le temps. »« Cela m'arrive aussi, » souffla Lancelot à son oreille. « Les images sont très loin, irréelles. Pour les atteindre, il faut franchir de grands espaces, et quand je crois pouvoir les saisir, elles m'échappent et s'éloignent à nouveau. Ces visions, à coup sûr, nous viennent du sang des fées qui coule dans nos veines. Morgane, lorsque vous étiez jeune, je vous appelais Morgane la fée, et cela vous mettait en colère. Vous souvenez-vous ? » Morgane sourit, en refoulant ses larmes. Attendrie par la lassitude qu'exprimaient ses yeux et son visage, par les rides nouvelles qui striaient son front et ses tempes, par la mèche grise qui se devinait dans ses cheveux bruns, par ce corps, souple et mâle, par ce cœur, pur et torturé, elle chuchota pour elle-même, sachant qu'il ne l'entendrait pas et ne serait jamais à elle. « Mon tendre, mon lumineux chevalier d'amertume. » Gauvin maintenant avait repris la harpe. Sa musique parut si lointaine à Morgane qu'elle se demanda une fois encore si ce monde avait vraiment davantage de réalité que celui du royaume des fées. Tout ce soir semblait inaccessible. Où donc se situait l'invisible frontière séparant les deux mondes ? Ce n'était pourtant pas une femme fleur que chantait Gauvin, mais un monstre vivant dans un lac au pays des Saxons. Sa ballade parlait aussi de terribles batailles, de sang et de larmes, de héros intrépides. « C'est trop triste, » murmura-t-elle à l'intention de Lancelot. « Je hais ces histoires de guerre, de haches, d'épées, de membres arrachés. »« Les Saxons, eux, n'aiment que cela, » répliqua Lancelot, se forçant à sourire. « Et puisque désormais il nous faut vivre en paix avec eux, autant accepter leurs rites et leurs légendes. »« Lancelot, aimeriez-vous retourner au combat ? » « Je ne sais pas.
Mais il est vrai que je suis un peu lasse de la cour, reconnut-il en soupirant. S'appuyant sur cette confidence, Morgane en profita pour lui demander de partir le plus vite possible. « Partez !» insista-t-elle. « Partez si vous ne voulez pas être complètement et définitivement anéanti. Je vous en conjure, Lancelot. Partez, poursuivez les méchants, ou traquez les dragons, peu importe, mais partez, partez vite. » « Et elle ?» répondit Lancelot, la gorge serrée, le regard fixé sur Guenièvre. « Faut-il l'abandonner ? Je veillerai sur elle, je vous le jure. Je suis son amie, moi aussi. Mais avant tout, pensez qu'elle a, comme vous, une âme à sauver. » « Ce sont là conseils dignes d'un prêtre, » voulut ironiser Lancelot. « Point n'est besoin d'être prêtre, Lancelot, pour reconnaître l'instant où un homme et une femme sont définitivement pris au piège mortel d'un amour impossible. » Lancelot avait blêmi. Animé d'une soudaine détermination, il avait pris sa décision. Oui, il allait parler au roi sur-le-champ, avant que le courage ne l'abandonne. La ballade de Gauvin achevée, Lancelot s'approcha donc d'Arthur et déclara d'une voix ferme et grave. « Maintenant que vous êtes de retour, monseigneur, et qu'ainsi vous pouvez de nouveau veiller vous-même aux affaires du royaume, je vous demande la grâce de quitter la cour pour quelque temps. »« As-tu l'intention de nous abandonner longtemps ?» interrogea Arthur, un sourire indulgent aux lèvres. « Loin de moi la pensée de te retenir contre ton gré, Lancelot. Mais puis-je au moins savoir vers quelle contrée tu comptes diriger tes pas, et pour quelle raison ?»« Pélinore et son dragon, » répéta Morgane en elle-même, avec toute la concentration et la force dont elle était capable, afin que ces deux mots viennent naturellement à l'esprit du roi et de son écuyer. « Ma quête me mènera sur les traces d'un dragon, » annonça Lancelot. « Le dragon de Pélinore ? Il court à son sujet de funestes récits qui emplissent de terreur les voyageurs qui s'égarent à proximité de son antre. Mais, j'y songe, Guenièvre, ne m'avez-vous pas dit qu'Hélène vous avait demandé de bien vouloir lui permettre de se rendre chez son père ? Ainsi, Lancelot, tu pourras l'escorter jusque là-bas. Tu me rapporteras ensuite la tête du dragon en guise de trophée. »« Monseigneur, voulez-vous m'exiler à jamais loin de vous ?» protesta Lancelot, ébauchant un sourire. « Comment pourrais-je en effet tuer un dragon qui n'est sans doute qu'une chimère ? Si ce monstre n'est pas, ou s'il échappe à tes recherches, répondit Arthur sur le même ton, cette aventure t'inspirera au moins quelques jolies ballades que tu nous conteras lorsque tu reviendras les soirs d'hiver. »« Monseigneur, permettrez-vous aussi que Morgane vienne me tenir compagnie quelque temps ?» demanda timidement Hélène en s'inclinant devant le roi. Venant aussitôt à la rescousse de la jeune fille, Morgane prit la parole à son tour. « J'aimerais en effet accompagner Hélène. Dans le pays de son père poussent des herbes et des racines qu'on ne trouve nulle part ailleurs, et qui me manquent beaucoup pour mes tisanes et mes médecines. »« J'y consens, puisque vous le voulez, partez donc tous les trois. Mais sans vous, mes amis, la cour va nous paraître bien vide. Avec qu'impatience la reine et moi guetterons votre retour. Chacun dans mon royaume est libre d'aller où bon lui semble. » acheva Arthur, les yeux voilés de nostalgie. Cette dernière affirmation fit tressaillir Guenièvre, mais elle se reprit vite et tenta de se composer à la hâte un visage impassible et serein. « Eh bien, Lancelot, puisque vous le voulez, » intervint-elle la voix tremblante, ne pouvant totalement dissimuler sa peine, « demain vous serez loin d'ici. N'est-ce pas ? Il est vrai, la destinée d'un chevalier de défendre les faibles et d'affronter de grands dangers. Soyez donc en toute occasion digne de notre confiance et de notre amitié. Brillez à la cour du roi Pélinore et triomphez dans les combats. »« Oui, qu'il en soit ainsi !» clama le roi Arthur, entourant tendrement de son bras les épaules de Guenièvre. « N'est-ce pas grâce à lui qu'à mon retour, j'ai retrouvé ma reine saine et sauve, plus belle et plus resplendissante que jamais ? Mais il se fait tard maintenant. Allons, mes amis, allons tous prendre un repos mérité. » Arthur et Guenièvre quittèrent la haute salle, laissant Morgane et Lancelot silencieux, l'un près de l'autre, les yeux fixés sur le couple, apparemment uni, qui s'éloignait dans l'ombre. À cet instant, Morgane ressentit l'envie folle de s'offrir à Lancelot une dernière fois, non seulement pour elle-même et son propre plaisir, mais aussi pour lui, pour calmer la douleur infinie qu'elle sentait monter en lui, murée dans un désespoir dont elle se savait responsable. Il est vrai qu'elle allait, pour sa part, devoir assumer seule sa souffrance, car c'est Hélène qui tiendrait bientôt Lancelot dans ses bras, et non elle. Hélène, l'enfant loyale et innocente, qui méritait la paix et le bonheur. Morgane fit un pas en direction de la porte,
puis subitement s'arrêta. Toujours immobile, les yeux mi-clos, Lancelot semblait prier. Elle voulut alors courir à lui, mais une force invisible, implacable, l'en empêcha.